Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble, comme tous les matins, avec vous, Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là également, avec Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est secrétaire d'État à la biodiversité. Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont débattu hier soir sur TF1 pendant 3h30. Vous avez bien évidemment regardé ce débat, Barbara Pompili, et vous ne l'avez pas encore dit. Lequel de ces 5 soutenez-vous pour le premier tour de l'élection présidentielle qui va se dérouler le 23 avril? D'abord, il y en a 11 des candidats. Oui, alors lequel des 5 présents sur les plateaux de TF1? Vous avez raison, il y a 11 candidats au total. Voilà. Mais écoutez, après mûre réflexion, j'ai décidé d'apporter mon soutien à la démarche, au projet et donc à la candidature d'Emmanuel Macron. D'accord. Pour plusieurs raisons. J'espère qu'on aura le temps d'en débattre. Mais allez-y. La première est d'abord qu'il porte un projet écologiste qui est aujourd'hui le seul qui soit en passe de pouvoir être appliqué, et ce qui est quand même un point très important pour moi. Deuxièmement, parce qu'il apporte aussi une vision de l'avenir qui est une vision très européenne, ce qui pour moi est absolument essentiel dans la période qui est une période de repli. Et troisième point qui est pour moi le point incontournable, c'est que nous sommes dans un moment de profond remaniement politique, de profond repli sur soi, de montée des extrêmes, et que face à cela, voter Emmanuel Macron, d'abord, c'est un peu la mesure d'urgence pour éviter de se retrouver face à une droite très en régression et au Front National au second tour, mais aussi parce qu'il porte, par sa méthode, par sa manière d'appréhender les choses, des solutions qui, à mon avis, peuvent aussi éviter d'empêcher, encore une fois, une montée du Front National. C'est-à-dire qu'il faut bloquer le Front National, mais il faut aussi comprendre pourquoi il monte. Et je crois qu'il est le seul, aujourd'hui, à apporter une méthode pour faire baisser le Front National. Donc vous soutenez Barbara Pompili et Emmanuel Macron dans cette élection présidentielle. Vous êtes, je le dis au passage, le premier membre du gouvernement à le dire officiellement. Oui, à ma connaissance. Voilà. Vous avez l'air de réfléchir, ça veut dire que vous en parlez beaucoup au gouvernement. Vous êtes la première à le dire, mais pas la première à le dire. Non, mais c'est bien normal. C'est bien normal qu'on ait des discussions, entre nous, et que je crois qu'on Avec reflète. qui d'autre vous discutez de ça? On reflète les questions que se posent beaucoup de gens qui ont des idées humanistes, qui ont des idées progressistes, et qui aujourd'hui se demandent comment on va pouvoir réussir à les faire avancer. Moi, je suis d'une région, et j'insiste là-dessus. Je suis dans une région où le Front National a fait 41% aux précédentes régionales. Donc, le fait qu'on néglige un peu cette question, le fait qu'on banalise un petit peu l'extrême droite, me paraît extrêmement dangereux. Et face à cela, on ne peut pas simplement dire il faut faire barrage, même si il faut le faire. Et c'est pourquoi le vote d'Emmanuel Macron est à ce sens un vote utile, mais aussi il faut vraiment analyser les racines du mal pour redonner aux électeurs qui aujourd'hui ont envie de voter Front National, de l'espoir, de l'envie et de l'optimisme. Et je crois que quand on leur redonnera de l'optimisme, qu'on leur permettra de croire en l'avenir, eh bien, on pourra faire baisser le Front National. Et Emmanuel Macron, par sa méthode, c'est-à-dire une méthode d'ouverture, on arrête de dire machin parce qu'il est de gauche, il a des bonnes idées, machin parce qu'il est de droite, il a des mauvaises idées. Non, on met tout le monde autour de la table, on essaye de faire travailler les gens ensemble, on arrête les postures. Je crois que rien que ça, c'est d'un bon début. Pardon de revenir à des préoccupations un peu différentes. Vous pouvez rester ministre, vous en avez discuté, ça pose pas de problème ? J'ai bien évidemment informé le Premier ministre de ce que j'allais faire, ce qui me paraît être la moindre des choses. Et je n'ai pas à vous dire évidemment la teneur des propos que j'ai eus avec le Premier ministre. Si vous pouvez, si vous voulez. Non. Ça me regarde. Il vous a encouragé ? Tout ce que je sais, c'est qu'il a été, comme d'habitude d'ailleurs, très à l'écoute. Et c'est quelqu'un qui considère que chacun doit prendre ses responsabilités. Et alors, on est dans la mécanique que le président de la République avait dit avant le 24 mars, vous dites rien. Là, on est le 21. C'est pas grave. Ce qui avait été dit, c'est que nous devons rester à notre poste pour faire notre travail jusqu'au bout. Aujourd'hui, on est à notre poste, tous les membres du gouvernement. Je considère que mon travail, en tout cas, a très très bien avancé. Les gros dossiers sur lesquels je voulais avancer sont aujourd'hui quasiment bouclés, notamment la loi sur la biodiversité et ses décrets, le lancement de l'agence, mais aussi une démarche sur les espèces exotiques envahissantes. Bref, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ce sont des dossiers que, quand je partirai, j'aurai mené à leur terme, parce que je veux toujours que le travail soit bien fait et bien terminé. Alors, vous l'avez dit, Barbara Pompili, vous soutenez Emmanuel Macron, notamment pour son programme écologique. Alors, oui. Ça nous étonne un petit peu parce qu'Emmanuel Macron, on va entendre des extraits, il est à la fois pro-nucléaire,
et pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Emmanuel Macron. Nous sommes plus indépendants et moins carbonés en production électrique que la plupart de nos partenaires européens. Donc le nucléaire, tout n'est pas à jeter. Et vous, Président, vous lancez la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes? Je dis simplement qu'on a consulté le peuple dans un périmètre qui a été défini. Il s'est exprimé, je suis pour respecter cette décision. C'est le plus grand projet nucléaire des pays développés. C'est une technologie à 100% française. On va expliquer à nos concitoyens et à toutes celles et ceux qui travaillent dans la filière nucléaire que c'est mauvais. Voilà, Quel écolo? Oui, Hinkley Point, c'est en Grande-Bretagne. Oui. Vous savez, si je devais être 100% d'accord avec les candidats que je soutiens, je crois que je ne soutiendrai personne. On a toujours des divergences. Moi, ce que je constate, c'est que d'abord, sur ces points, il a évolué et que quand on lit son programme, parce que moi, j'aime bien lire les programmes plutôt que de regarder 2-3 postures sur un certain nombre de points. Quand on lit son programme, notamment sur le nucléaire, il s'engage à abaisser la part du nucléaire à 50% d'ici 2025. C'est-à-dire que quand bien même on suivrait le programme d'autres qui ont aussi une parole écologie. C'est vrai que Benoît Hamon, par exemple, a des propositions très intéressantes, comme Jean-Luc Mélenchon. Je note d'ailleurs que ni Fillon ni Marine Le Pen n'ont aucune proposition digne de ce nom d'un point de vue écolo. Eh bien, quand bien même on voudrait sortir du nucléaire, il faudrait qu'on ait une trajectoire. Et cette trajectoire, elle passerait par une réduction de la part du nucléaire à 50% en 2025. L'important, c'est que des engagements comme cela soient pris et qu'on avance. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on soit pragmatique. Aujourd'hui, fabriquer Hinkley Point en Grande-Bretagne, ça vous... Fabriquer 2 centrales nucléaires en Grande-Bretagne, ça vous embête pas? Parce que c'est une chose en France. Mais c'est autre chose d'aller construire des centrales. Vous savez, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose sur lequel s'est engagé le gouvernement. Et j'ai eu l'occasion d'exprimer mes réserves sur ce sujet. Mais encore une fois, moi, je préfère un programme qui est un programme pragmatique, qui est un programme réaliste et qui est un programme financé. Ce qui me plaît dans le programme de Emmanuel Macron sur les questions écolo, c'est que non seulement il va bien plus loin que l'image qu'on donne de lui, quand on voit les programmes qu'il a sur la transition énergétique, notamment sur la réhabilitation des logements des plus précaires, quand on voit ce qu'il veut faire sur le diesel, quand on voit ce qu'il veut faire sur l'alimentation, le bio, sur la question de la biodiversité, on voit aujourd'hui qu'on a un programme qui non seulement est financé, et je le répète, c'est important, qui est sérieux et qui peut s'appliquer, parce que les belles paroles, mais on ne se donne pas les moyens de les appliquer, ça ne sert à rien. Barbara Pompili qui est restée avec nous. Il est 8h40 sur France Info. Voici Victor Maté. Lequel a été le meilleur, le plus persuasif, le plus percutant? Encore un mois pour se décider avant le premier tour de la présidentielle. Les 5 principaux candidats ont débattu hier soir pendant près de 3h30. Les affrontements directs ont laissé finalement place à la défense des programmes. Les affaires de François Fillon et de Marine Le Pen ont été peu abordées. 55 000 € de salaire pour une vingtaine de CDD. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a employé ses filles comme assistantes à l'Assemblée quand elles étaient mineures. Révélation de l'émission Quotidien de Yann Barthès qui ajoute que ces emplois partiels se superposaient à d'autres activités. Bruno Le Roux sera reçu dans la journée par le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Des prêtres pédophiles couverts par l'Église catholique. Nouvelle révélation, nouveaux chiffres. Une enquête de Cache Investigation et Mediapart parle de plus de 300 victimes et d'une trentaine de prêtres couverts par 25 évêques. Pour la reconquête de l'industrie et des services publics, le mot d'ordre de la journée de mobilisation à l'appel de la CGT, le syndicat veut interpeller les candidats sur l'absence de politique industrielle d'État. Plusieurs manifestations sont prévues, notamment cet après-midi à Paris. France Info. C'est Barbara Pompili qui est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Question Gilles Bornstein. Oui, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien parce que depuis que j'existe, j'entends dire que l'écologie... et vous existez carrément depuis très longtemps déjà, que l'écologie et le capitalisme sont incompatibles. Le capitalisme parce que par définition il est court-termiste et l'écologie parce qu'elle défend les intérêts de la planète à long terme. Il n'y a pas plus adepte du capitalisme qu'Emmanuel Macron. Donc comment pouvez-vous concilier les deux, votre engagement écologiste et le soutien Emmanuel Macron? On le dit aussi d'ailleurs de la politique et de l'écologie, puisqu'on dit souvent que les hommes et les femmes politiques sont confrontés à des élections très régulièrement et que le court terme des élections se heurte au long terme. Le dit aussi, donc ce qui vaut pour le capitalisme. Mais parce que pendant trop longtemps, on a opposé développement économique et écologie. C'est une erreur d'analyse fondamentale. Et aujourd'hui, et d'ailleurs je me réjouis de voir que c'est présent dans le programme d'Emmanuel Macron, on montre que se préoccuper d'écologie, c'est un vecteur de développement économique. Le développement économique
peut se faire sans être au détriment des générations futures. Pourquoi ? Parce que il y a un certain nombre d'industries qu'on peut développer, notamment sur les énergies renouvelables. On voit que tous les programmes qui sont faits aujourd'hui de rénovation thermique des bâtiments font travailler de manière non délocalisable des artisans. On crée de nouvelles formations. Le numérique permet aussi de développer l'écologie. Et puis, je ne vous parle pas des politiques de transport, je ne vous parle pas des services à la personne qui font aussi partie des enjeux de demain. Bref, on est en train de sortir de cette caricature qui a fait tant de mal. Et aujourd'hui, quand on voit le nombre de pays qui ont ratifié l'accord de Paris, donc de la COP21, on voit que quand on ne s'occupe pas d'environnement, quand on ne s'occupe pas d'écologie, je pense notamment à la Chine par exemple, on a des retombées économiques graves. Donc même si je pense que le principal objectif c'est de s'occuper de l'avenir de nos enfants, le fait qu'en plus ça puisse créer du développement économique, eh bien tant mieux. Long débat hier soir, on le disait, 3h30 sur TF1 entre 5 des 11 candidats à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, que vous soutenez, Barbara Pompili, a parlé à un moment de ce débat de politique étrangère. Nous l'écoutons. Je défends l'indépendance de la France. Je la défends sur le plan économique, loin de vos grands rêves, avec un esprit de responsabilité, parce que j'en défends les intérêts et l'intérêt de toutes celles et ceux qui produisent et qui consomment. Et j'en défends les intérêts sur le plan de la sécurité. Donc j'aurai cette politique de crédibilité, de continuité. Et Marine Le Pen, à la sortie de cette intervention, n'a pas loupé Emmanuel Macron. On écoute Marine Le Pen. Vous savez quoi, Monsieur Macron, vous avez un talent fou. Vous arrivez à parler 7 minutes. Je suis incapable de résumer votre pensée. Vous n'avez rien dit. Et j'ai encore parlé, rien Madame dit. Le Pen. C'est j'ai le encore vide parlé moins absolu que vous. sidéral. À chaque fois que vous prenez la parole, vous dites un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et jamais vous ne tranchez. On ne sait pas ce que vous voulez. C'est très... Et honnêtement, je trouve ça très inquiétant. On a eu quelquefois cette impression, oui, d'Emmanuel Macron qui a beaucoup de verbes et reste un peu flou quand même. Oui, mais alors il y a quand même 2 points. Le premier, c'est que dans des exercices comme cela, c'est pas évident de résumer une pensée en peu de mots. Alors pour Marine Le Pen, c'est un peu plus facile parce qu'elle a une pensée en slogan et une pensée simpliste sur les choses. Sur la politique étrangère, on est quand même sur des phénomènes extrêmement complexes qui demandent des politiques et un travail extrêmement complexe. Que ce soit pas évident de l'exprimer comme ça en quelques minutes sur un plateau, je crois que c'est un peu logique. Ça nous a donné le sentiment d'un petit défaut de maturité pour le candidat que vous soutenez maintenant. Oui, alors ça, c'est la critique qu'on fait assez régulièrement parce qu'il est plus jeune, parce qu'il n'a pas, combien, je ne sais plus, 30 ou 40 ans de vie politique derrière lui, comme François Fillon. D'ailleurs, ça a été dit à un moment, je crois que François Fillon est entré en politique quand Emmanuel Macron avait 3 ans, quand moi j'avais 6 ans. Est-ce que forcément, le fait d'avoir 40 ans de vie politique derrière soi veut dire forcément qu'on sait tout mieux que les autres ? Une expérience, c'est intéressant, mais avoir une vision et avoir une méthode, vouloir renouveler, c'est aussi un point important. Et il faut aussi savoir s'entourer. Quand on est président de la République, on n'est pas seul, on est avec une équipe. Et donc avoir une vision et avoir une équipe pour nous soutenir, je crois que c'est une très bonne méthode. Mais la difficulté, c'est quand on est d'accord un moment avec François Fillon, puis d'accord un autre moment avec Benoît Hamon, et puis à un moment on se dit qu'à force de faire le grand écart, on a du mal à marcher, quoi. Oui, mais ça, je l'ai beaucoup entendu. Je l'ai beaucoup entendu, sauf que ça veut dire que ce qui définit la droite et la gauche, qui est une définition qui me semble pour moi complètement archaïque, serait l'alpha et l'oméga des enjeux du XXIe siècle. Aujourd'hui, les enjeux du XXIe... Si, moi je me sens de gauche, je me sens humaniste et écologiste. Sauf que, sauf que la gauche et la droite, avant, c'était le productivisme. Le productivisme, d'ailleurs, a toujours été de gauche et de droite, et tout le monde trouvait ça parfaitement normal. Il y a des clivages qui étaient des clivages du XXe siècle. Les clivages du XXIe siècle, pour moi, c'est l'ouverture au monde contre le repli sur soi. C'est l'Europe contre le nationalisme. C'est la peur contre l'ouverture. Voilà les nouveaux clivages aujourd'hui. Et oui, certains de ces clivages, on les retrouve un petit peu partout. Donc, qu'il faille redéfinir aujourd'hui nos valeurs, qu'il faille redéfinir ce sur quoi on se base, ça explique. Gauche et droite, ça existe toujours. Pour moi, mais il faut renouveler. Pour moi, ça doit être redéfini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vieux clivages gauche-droite, tels qu'on les connaît, ne sont plus actifs. Et ça explique d'ailleurs peut-être que les partis qui n'ont jamais réussi à s'en défaire sont aujourd'hui en difficulté. On suppose que vous avez rencontré Emmanuel Macron récemment. Vous avez discuté avec lui ? Non ?
Non. Moi, je n'ai. Vous lui avez pas parlé. On s'est parlé il y a très longtemps, il y a plusieurs mois. Et depuis, moi, justement, je n'ai pas voulu rentrer dans des négociations. Je n'ai pas voulu rentrer dans des histoires de marchands de tapis. Je me base. Pas de circonscription derrière tout ça, rien. Il n'y a pas eu de négociation. Les circonscriptions, moi, j'ai déjà dit que je me présentais à ma succession. Si Emmanuel Macron est élu, je m'inscrirai dans une démarche de majorité présidentielle, qui me paraît être complètement évident, mais je n'ai pas voulu que mon soutien soit conditionné par quoi que ce soit. À un moment, il faut être un responsable politique, et un responsable politique, ça prend ses décisions en fonction de ce qu'il considère comme l'intérêt général. Il y a un formulaire de candidature chez Emmanuel Macron, vous ne l'avez pas rempli donc. Non. Au titre de l'intérêt général dont vous parlez, vous êtes ministre d'un gouvernement, vous pourriez siéger dans un gouvernement avec des gens de droite, comme je ne sais pas, Alain Madelin, Renaud Dutreil, ou tous ces gens qui soutiennent Emmanuel Macron aujourd'hui. Ça vous paraît compatible avec votre vision de la politique ? Je pourrais travailler avec des gens sur une base sur laquelle on s'est mis d'accord tous ensemble. À l'allemande, un grand programme, et vient qui veut. Mais oui, parce que je n'ai pas d'a priori contre les gens. Moi, je ne regarde pas qui sont les gens, je regarde ce qu'ils veulent faire et sur quel programme, sur quel projet on avance. Et c'est ça aussi la différence de méthode par rapport à ce qui pouvait exister avant. Moi, j'ai connu les gouvernements où on constitue un gouvernement en 3 jours sans négocier absolument rien sur le contenu de ce qui nous rassemble. Je ne pense pas que ce soit la meilleure méthode. La méthode à l'allemande a au moins le mérite que les gens savent pourquoi ils votent. Alors, vous êtes candidate dans la 2e circonscription de la Somme, du moins vous êtes élue dans la 2e circonscription de la Somme. Oui, à Amiens, oui. À Amiens, voilà. Vous risquez d'avoir, puisque vous ne soutenez pas Benoît Hamon, un candidat socialiste contre vous dans cette élection. Écoutez, j'ai été la dernière fois la candidate du Rassemblement. J'ai toujours pensé qu'on devait continuer cette méthode et c'est ce que j'ai fait depuis 5 ans. Moi, je travaille avec tout le monde sur ma circonscription. J'ai des liens très forts avec des gens du Parti Socialiste, avec d'autres. Et je me poserai comme la candidate de ce rassemblement parce que, encore une fois, l'exclusion que certains font. Malheureusement, certains soutiens de Benoît Hamon, et d'ailleurs j'espère que lui ne soutient pas cette démarche parce que je crois qu'il a une volonté d'ouverture, certains soutiens de Benoît Hamon sont dans l'exclusion, dans le repli, dans le caporalisme. Ce n'est pas une bonne méthode. On a des valeurs communes et c'est sur ces valeurs-là que je veux travailler. C'est tellement facile de voir ce qui nous sépare, c'est un peu mieux d'essayer de construire sur ce qui nous rassemble. L'info en 1 minute tout de suite avec Victor Mateuil, on se retrouve juste derrière. La sécurité, l'immigration ou encore la laïcité, les thèmes qui ont fait monter la tension entre les candidats hier soir. Le premier débat télé de l'histoire avant le premier tour, marqué dans l'ensemble par un ton plutôt policé. Les affaires de François Fillon et de Marine Le Pen n'ont été que peu abordées. Vers une affaire Bruno Le Roux au sommet de l'État, le ministre de l'Intérieur, dont l'émission Quotidien de Yann Barthès révèle qu'il a employé ses 2 filles ponctuellement comme assistantes parlementaires quand elles étaient étudiantes et lycéennes. 24 CDD au total. D'après l'émission, certains contrats d'été se sont superposés avec d'autres activités. Une nouvelle offensive ce matin des rebelles syriens au nord-est de la capitale Damas, une reprise des quartiers de la ville perdue ce week-end face aux forces gouvernementales. Et puis le décès de Martin McGuinness, figure de la politique en Irlande du Nord. Il avait 66 ans, ancien commandant de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Il avait abandonné la lutte armée pour devenir vice-premier ministre, poste qu'il avait abandonné en janvier justement pour raison de santé. France Info. On est ensemble jusqu'à 9h sur France Info avec Barbara Pompili. La question c'est vous, Gilles Bornstein. Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, a été mis en cause hier par l'émission Quotidien pour avoir employé ses filles à l'Assemblée nationale. On l'écoute, c'était au cours de cette émission, Le Quotidien sur TMC. Elles ont été embauchées pour des travaux d'été au moment où cela est possible dans une entreprise. L'été et aux petites vacances scolaires. Oui, petites vacances scolaires, Dès mais 16 jamais ans. on continue. 16 ans, c'est l'âge pour être collaboratrice parlementaire, monsieur Leroux. Pour faire un boulot d'été, oui. Et pour mémoire, ce que disait le même Bruno Le Roux à propos des emplois de Pénélope Fillon, c'était cette fois sur RTL le 25 janvier. Je pense qu'il devrait y avoir une règle simple dans ce cas de figure, qui est que ça ne devrait pas être autorisé. Parce que cela peut bien entendu prêter à confusion, cela peut prêter à suspicion. Je pense que c'est plus clair. C'est plus clair qu'il n'y ait pas de conjoint qui travaille avec les députés. Ni d'enfants. Est-ce que vous êtes surprise par ce qu'on a appris de la situation des filles de Bruno Le Roux ? Oui, je n'étais pas au courant du tout de cela.
Je crois que encore une fois, ça montre qu'on a un grand besoin d'une loi de moralisation de la vie politique, où les choses soient plus claires, plus transparentes, où les règles soient mieux connues aussi, c'est-à-dire que chacun sache ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. C'est proposé d'ailleurs, c'est proposé dans le programme d'Emmanuel Macron. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. On ne peut plus laisser des situations avancer comme cela. Pour cette situation précise que j'ai découverte comme vous, je sais qu'il est reçu aujourd'hui, donc Bruno Le Roux, par le Premier ministre. Moi, je fais confiance à Bernard Cazeneuve, dont je crois que tout le monde reconnaît la probité pour juger de cette affaire. Il peut rester Bruno Le Roux ? C'est pas à moi d'en juger. Encore une fois, il est reçu par le Premier ministre. Après l'affaire Fillon, il y a un contexte, non ? Oui, il y a un contexte. Il y a un contexte. Moi, je suis. Ça me désole de voir des affaires comme ça qui sortent, parce que en plus, ça donne une très très mauvaise image du métier d'assistant parlementaire, qui est pourtant un beau métier complexe. Et donc, j'espère que cette affaire va être très vite réglée. Je ne peux pas dire mieux que ça. Après, vous dites qu'il faut régler, préciser les choses. Si les filles de Bruno Le Roux ont été employées en tant que collégiennes et lycéennes, et si elles ont été payées, ça c'est quand même curieux, parce que on pensait que les emplois d'assistants parlementaires, même s'ils sont courts et s'ils correspondent à des périodes d'été, sont réservés à des gens dont c'est un peu le métier, ou qui sont engagés dans des études supérieures, ou enfin quelque chose qui a ce profil-là, collégien ou lycéen, être payé par l'Assemblée nationale, ça c'est très curieux quand même. Non, mais assistant parlementaire, c'est un vrai métier qui a été mis à mal pendant ces dernières semaines. C'est un métier qui demande beaucoup de travail, qui demande de l'expérience et qui est souvent très mal payé, beaucoup moins bien payé en tout cas que les sommes que j'ai pu entendre. Donc oui, après que il y a la différence entre ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. Tout est légal, puisque de toute façon tout ça c'est pas très encadré. Non, mais que des collégiens ou des lycéens soient. Excusez-moi. Ce qui est illégal, c'est quand on est payé pour faire un travail qu'on ne fait pas. D'accord, ça c'est illégal. Voilà, d'accord. Ça, c'est illégal. Quand on est collégien ou lycéen, être payé par l'Assemblée nationale pour travailler avec son père, ça vous paraît quand même quoi ? Ça me paraît, si il y a un travail qui est fait de classement ou je ne sais quoi, ça peut s'entendre dans le cadre d'une découverte d'un travail, mais là, ce qui pose question quand même, c'est le fait que ce soit répété. C'est-à-dire, je crois qu'il y a eu 24 contrats, 24 contrats, et ce qui pose question, c'est le fait qu'il y ait eu, a priori, mais encore une fois, moi, je n'ai pas eu accès au dossier, mais qu'a priori, il y a eu des activités parallèles. C'est ça. Deux activités en même temps. C'est moi ce qui m'interpelle beaucoup. Et encore une fois, je suis heureuse que Bernard Cazeneuve ait pris la décision d'agir vite et de recevoir Bruno Le Roux pour tirer tout ça au clair. Voilà, il le reçoit aujourd'hui et nous verrons quelle leçon il en tirera. On va revenir une seconde au débat. Une formule nous a étonnés, elle est dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon conclut le débat hier soir, donc il est minuit, et il a dans sa conclusion cette phrase que nous aimerions vous faire commenter. Barbara Pompili, on écoute Jean-Luc Mélenchon. J'assume une mission, rendre la France aux Français en la libérant de l'oligarchie, rendre la République à la France en la libérant de la monarchie présidentielle. Voilà, rendre la France aux Français en la libérant de l'oligarchie. Est-ce que c'est une phrase, nous, elle nous a paru un peu curieuse, rendre la France aux Français, mais et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas le moment où il a été le meilleur, je trouve. Je l'ai trouvé plutôt bon, moi, sur le débat, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais il a cette attitude qui est une attitude qui peut être traduite par la phrase, je crois, le mot, le dégagisme, je crois, c'est oui, ça a un côté tous pourris, ça a un côté qu'ils partent tous, et le peuple va retrouver sa souveraineté. Je crois aujourd'hui qu'on a un besoin de réassocier le peuple à un certain nombre de décisions, qu'il y ait une démocratie plus participative, c'est clair. Il y a un besoin de renouvellement de pratiques politiques, malheureusement. On le voit encore aujourd'hui. Il y a un besoin, d'une manière générale, de plus de transparence. Il y a un besoin qu'il y ait une possibilité d'accéder à la vie politique à d'autres personnes. On voit aujourd'hui que le personnel politique est un peu trop toujours le même. C'est ça, rendre la France aux Français ? Donc, il y a ce besoin-là. Mais
essayer de trouver des solutions à ça, ce n'est pas faire de la caricature, et où là, il rejoint un petit peu Marine Le Pen quand il dit, c'est ce côté un peu tous pourris. Eh bien, il y a des gens qui ont des comptes à rendre dans la vie politique, mais il y a aussi des gens dans la vie politique qui essayent de faire leur travail correctement. J'aimerais bien que de temps en temps ce soit dit. On va vous voir dans des meetings avec Emmanuel Macron pendant ce mois de campagne qui reste. Écoutez, on verra bien. En tout cas, la manière. Est-ce qu'on va vous voir dans des meetings avec Emmanuel Macron? C'est possible, mais on n'en a pas du tout encore discuté. Vous allez finir par l'appeler quand même. Vous allez vous parler hier. Mais vous allez finir par l'appeler. Non, il avait un débat à préparer, je crois. Il a votre portable, il va vous appeler? Oui, il a mon portable. J'ai son portable, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez entrer en contact. Donc merci Barbara Pompili d'avoir choisi France Info pour annoncer, vous êtes la première membre du gouvernement à l'avoir fait, que vous soutenez Emmanuel Macron dans cette campagne présidentielle.